Bonjour à tous et bienvenue sur DataWatch. DataWatch, c'est un podcast qui parle de sujets de data engineering autour des articles récents qui sont sortis. Et aujourd'hui, c'est la semaine où Axel nous rejoint depuis fin juillet. Bien le retour, Axel. Ouais, merci. Et félicitations pour ta certif. Ouais, enfin, après la déconvenue, parce que j'ai eu un bug, pour, pour remettre le contexte, j'ai eu un bug dans mon premier passage en remote juste avant de partir en congé. Mhm. Et donc je l'ai repassé et je l'ai eu, donc c'est super. Félicitations. J'avais déjà entendu des personnes justement qui essaient de les passer chez eux, mais c'était la galère, ça fonctionnait pas comme ils voulaient, etc. Et au final, Je l'ai passé sur site. Quand mhm. reprogrammé, j'ai choisi de le passer sur site. Mhm. Et je pense que je le ferai toujours. Si j'ai la possibilité de le faire sur site, t'as pas de surveillant qui doit vérifier toute ta salle, qui dit de, de relever tes manches. Ouais, Donc, ouais, sur site, only, ça si marche. possible. Ça marche. Pour les nouveaux qui écoutent le podcast, je vous oriente vers nos profils LinkedIn respectifs. Vous pouvez les trouver d'ailleurs en commentaire, en description du podcast. Je fais aussi une newsletter où je partage aussi le podcast, où je détaille davantage les articles, où je parle aussi de nouvelles techno. Toutes les semaines, je parle d'une nouvelle techno en data, je parle d'une astuce en data, et je parle aussi d'un concept. Par exemple, le dernier concept dont j'ai pu parler, c'est quoi l'architecture médaillon en data. Pour info aussi, je fais des articles de blog sur le blog de Data Yoka, et de la même manière, sur mon profil LinkedIn, je fais aussi des posts sur à peu près les mêmes sujets que la newsletter. Et cette semaine, donc on va aborder 5 sujets. Donc le premier sujet dont on va parler, ça va être autour d'Elasticsearch et son retour en open source. On va aussi parler des idées qui sont prises uniquement basées sur les données. On va parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Snowflake au niveau des procédures stockées. On va aussi parler d'IA générative et de data engineering. Et on va finir par exposer l'amende, enfin parler de l'amende qu'a reçue Uber à cause d'un problème de gouvernance de données. Donc, le premier article dont on va parler, c'est l'article qui parle du retour d'Elasticsearch en open source. C'est un article qui a été rédigé par Jay Demy le 30 août. Pour rappel, Elasticsearch, c'est un moteur de recherche distribué qui permet d'indexer rapidement des grandes quantités de données pour pouvoir optimiser les recherches. Euh, et il y a quelques années, il y a Amazon qui a utilisé justement Elasticsearch qui était en open source et qui l'a proposé en service commercial. Donc lui-même, il faisait une surcouche dessus, il le proposait je pense que c'était en serverless d'ailleurs. Et donc il y a Elastic qui trouvait que c'était c'est pas comme ça que Jay l'a mis dans l'article, mais il trouvait que c'était un peu abusé, qu'il n'y ait même pas une rétribution à minima pour la communauté ou même pour Elastic aussi, tout simplement, alors qu'Amazon gagnait de l'argent dessus. Et donc, ils ont voulu rajouter des licences qui ne sont pas considérées comme open source. Les licences, je fais l'impasse sur le nom de la licence, mais en gros, c'était que ça protégeait le produit de son exploitation par les services cloud, comme Amazon, sans qu'il y ait de rémunération, sans qu'il y ait de contribution. Et le deuxième, c'était le fait de proposer des licences commerciales de l'application. Et donc depuis, le service n'était plus considéré comme open source. Et donc le PDG, il a trouvé que c'était une erreur. Bon, en tout cas, maintenant, avec le recul, il trouvait que c'était une erreur de ça, parce que ça a apporté beaucoup de confusion dans la communauté, ce qui veut dire que l'utilisation, les forks ont baissé depuis. Et à ce moment-là, au moment du passage en non open source, on va dire, euh, AWS, enfin Amazon, l'a forqué et a créé un produit qui s'appelle OpenSearch. On en avait parlé, je crois, dans un podcast. On parlait d'OpenSearch avec Amazon S3, qui mettait les logs dessus, qui pouvait analyser les logs comme ça. Euh, et donc maintenant, Elastic a décidé de remettre en open source, enfin remettre, ça veut dire qu'il garde quand même les deux licences dont j'ai parlé juste à l'instant, mais il a rajouté une troisième licence qui est conforme à l'open source initiative. Donc on peut l'utiliser sans problème. Euh, et comme ça permet aussi à Elastic de se concentrer sur les nouvelles fonctionnalités
à apporter à la communauté comme les bases de données vectorielles. Donc, je crois que j'en avais parlé aussi lors d'un dernier podcast. Pour rappel, les, euh, les recherches vectorielles, c'est le fait de trouver une similarité dans les données. Ça veut dire que tu vas rechercher, c'est vraiment pour l'image, tu vas chercher le mot chat dans tes données qui sont vectorisées, et lui, il va pas te ressortir chat, ou en tout cas tout le texte où il y a chat dedans, il va te ressortir quelque chose qui est lié avec les félins, par exemple. C'est juste vraiment une similarité, il va calculer une distance, une probabilité que ça soit similaire. Donc il se concentre sur ça. Euh, Moi, je trouve que l'open source, c'est top pour, afin d'avoir plus de communauté, afin de développer des produits, de faire participer la communauté. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour une entreprise qui fait de l'open source de pouvoir trouver un business model. Parce qu'effectivement, tu as mis de l'open source en gratuit, bah, tout le monde peut l'exploiter, peut le vendre. Et pour te protéger de ça, tu rajoutes des licences, un peu comme Elastic, et donc du coup, tu pètes un peu le principe de l'open source, et dans ce cas-là, tu perds de la communauté. Donc je trouve que c'est un modèle très intéressant, très important, mais c'est vrai que c'est pas facile pour trouver de la rentabilité. Je sais pas ce que toi t'en penses, Axel. Oui, ouais, c'est un cas assez fréquent hein, dans le monde de l'informatique. Tu as eu le même cas avec Terraform, qui est Mhm. aussi un outil super utilisé dans le monde du cloud surtout, Ouais. pour le provisioning de ressources, Mhm. l'automatisation de provisioning. Euh, Pareil, ils ont changé leur licence. Il y a eu un fork Mhm. tout de suite après, qui est Pulumni. Ok. Mais sauf qu'ils sont pas repassés en open source. Mhm. Alors, il y a deux, je pense qu'il y a deux choses à bien recontextualiser. C'est que, par exemple, des outils open source, comme super connus comme Airflow ou d'autres projets qui ont rejoint le projet Apache, Ouais. sont nés dans des grandes entreprises. Mhm. Des Netflix, des Airbnb. Donc, quelque part, c'est eux qui ont financé le début Mhm. et qui ont financé les programmeurs qui ont construit l'outil. Mhm. Et un outil comme Elasticsearch, donc c'est une entreprise indépendante, Mhm. Elasticsearch, mais qui a développé son produit sur des levées de fonds. Mhm. Donc, ils n'ont pas pris de risques financiers eux-mêmes à développer le produit. Mhm. Donc, avec ces levées de fonds, je les ai plus en tête, mais c'est des dizaines de millions de dollars, hein. On parle Mhm. de très gros montants. Quelque part, si on te donne des fonds, on attend un retour. Ouais. Et donc, je ne sais pas qui a fait des levées de fonds, mais très probablement qu'il y a des intérêts communs entre les investisseurs et les boîtes qui l'utilisent, les Mhm. grandes boîtes comme Amazon ou comme Google ou autres. Donc, quand tu recontextualises tout ça, il y a quand même une logique Mhm. à ce que ça reste en open source. Après, en revanche, j'ai pas trouvé l'info, mais pourquoi il a voulu passer en licence SSPL, donc Mhm. la licence privée, Server on va side public dire. license. Ouais. Voilà. Je sais pas, il y a sûrement des infos qu'on n'a pas. D'ailleurs, il l'a repassé en open source, donc c'est rare. Je crois que j'ai jamais vu ça. Mais en gardant aussi cette licence-là. Maintenant, il Mais y a en trois gardant la licences. SSPL, ouais. Ouais. Donc, il y a l'AGPL, la SSPL et il y en a une troisième, je ne savais pas. Euh, du coup, j'ai un peu du mal, je t'avoue, à avoir une vue d'ensemble sur tout ça. Mhm.
C'est comme, tu sais, un peu le débat sur le créateur de GPT, Ouais. Sam Sam Altman. Altman, voilà, Mhm. où tu vois, en fait, derrière, c'est très politique. Il y a des grosses sommes, des gros intérêts. Euh, J'ai pas d'avis tranché. Mhm. Tu vois, c'est pas les gentils de l'open source contre les méchants GAFAM. Mhm. Plus compliqué que ça. Et j'ai pas assez de recul sur tout ça, honnêtement, pour faire une mise au point claire et précise. Mhm. C'est intéressant de mettre le nez là-dedans, mais ça prend beaucoup de temps et t'as pas toutes les infos. Euh, et perso, moi, je vois pas de changement parce que pour moi, parce que je l'utilise pas déjà. Ouais. Donc ouais, sur tout ça, je reste un peu en recul, en prudence. Bah, clairement, le fait d'avoir passé sa licence en non open source, c'était clairement parce que, de ce que j'ai compris, il voulait récupérer de l'argent dessus. Le fait que Amazon, qui est une grosse entreprise, eux, peuvent faire des millions, voire peut-être plus avec le Mm. produit, ils voulaient au moins récupérer une partie. Je pense que c'était ça derrière. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, vu qu'il y a eu un fork. Mais derrière, il a ses investisseurs. Mhm. Et tu vois, ces investisseurs savent très bien que quand il y a un changement de licence, c'est le cas Mhm. aussi pour, si je dis pas de bêtises, Postman. Il y a eu un changement de licence dessus? Oui, oui, et il y a eu un fork. Mhm. Donc ils savent très bien qu'un fork est assez facile. Donc, il faudrait avoir l'avis de quelqu'un qui connaisse bien tout ça, je pense. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des notions juridiques, il y a des notions de business model. Mhm. Euh, ouais. Les rapports entre les projets open source et les GAFAM, ils sont pas clairs pour moi. Mhm. Et, et les notions d'argent, je pense, Mhm. derrière sont pas. Il n'y a pas de contour bien défini, j'ai l'impression. Mhm. Et Ouais, que c'est un clairement. peu au cas par cas. Mais ouais, clairement, sujet à creuser, intéressant, mais qui s'éloigne un peu du data engineering pur, quoi. Ah, bien sûr, Mm. clairement. Et tu avais préparé un article aussi sur les décisions? Oui, est-ce qu'on doit suivre la data ou pas Mhm. pour ces décisions? L'article, il a un titre un peu racoleur. Ouais. C'est, le titre, c'est Stop Being Data Driven. Donc, Mhm. arrêtez d'être guidé par la data. C'est un article de Kai Parry Jones Mhm. dans le blog Towards Data Science. Euh, je reste mitigé sur cet article. Quoi, en tout cas sur le titre, parce que en fait dans son développement, je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Mhm. Mais bon, on est un peu dans l'obligation du buzz et du drama. C'est tout, c'est le monde dans lequel on évolue. Mhm. Euh, mais clairement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quatre raisons principales de biais, en fait, quand on analyse de la data. Ouais. Donc, avoir de la data, c'est un grand plus. Et puis, on connaît tous la phrase un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Mhm. Et justement, quand tu as un grand pouvoir décisionnel grâce à ta data, bah, tu dois te prémunir en fait de quatre potentiels biais. Euh,
déjà, il y a la qualité de données de tes sources. Mmh. Ça, il est assez clair dessus, et ça, c'est bien sûr, c'est vrai, quelque chose d'assez simple. La contre-mesure dont il parle, c'est le fact-checking. C'est dès que tu audites un peu la donnée et que des choses te semblent bizarres, bah, il faut aller fact-checker. Ouais, bien sûr. Le deuxième point, c'est que quand tu as des insights, des rapports, des analyses, il faut toujours considérer les biais cognitifs de la personne qui présente et de la personne qui le lit ou l'écoute. Je vais pas développer tous les biais, lui non plus n'a pas détaillé tous les biais cognitifs qui existent, Ouais. mais les principaux que tout le monde connaît, je pense, tu as le biais de confirmation. Tu vas aller, si l'analyse va dans le sens, dans ton sens, dans ton schéma de pensée, et les conclusions que tu veux entendre, tu vas le croire. Mmh. Tu vas donner de l'importance. Et sinon, tu vas être extrêmement dubitatif. Tu vas remettre en question beaucoup de données et de, et de conclusions. Ouais. Bon, après, tu as la corrélation illusoire, c'est le fait de mélanger causalité et corrélation. Ouais. Euh, et tu as le biais d'attribution. Euh, alors, je reprends mes notes. Le biais d'attribution qui est, euh, qui est simple. J'ai un trou. C'est accorder plus d'importance aux facteurs internes à l'orateur qu'à son discours ou à ses actes. OK. Donc, Mmh. intention, émotion versus fait tangible. Ouais, je vois. Et le quatrième, c'est qu'il faut aussi savoir identifier toutes les erreurs, quoi, les étapes qui peuvent faire l'objet de choses illogiques Mmh. entre ta source et le produit final. Quelque chose qui peut parler à certains et qui arrive souvent, je pense, c'est que tu vas te dire, en accord avec, je sais pas, ton manager ou un métier, si on a une valeur nulle, alors on lui attribue une valeur par défaut. Ça, typiquement, ça peut faire l'objet de désaccords. Ouais. On analyse, quand on présente l'analyse à plusieurs personnes, il y a de fortes chances que personne ne soit d'accord sur ce type de pratique. Mmh. Donc voilà les quatre raisons principales. Donc la qualité des sources de données, les biais de celui qui présente et de celui qui lit, et les règles de gestion qui, qui sont dans le pipeline. Ouais. Bah, clairement, sur la qualité des données, pour moi, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment intervenir, en tant que data ingé. Hem, Ouais. je sais que dans certains clients, il y en a qui font, ce qu'ils appellent une météo, pour Mhm. dire, «Là, les données que vous avez à disposition, déjà, on sait qu'il manque, 10 dans les données. Donc vous pouvez les utiliser, mais en sachant en compte qu'il manque 10. Donc c'est plutôt une sorte de complétude. Et il y a aussi la partie, qu'on rajoute, c'est un scoring sur la donnée pour dire: «Là, on a cette donnée-là, mais on sait d'avance, Ouais, que celle-là n'existe pas dans nos référentiels, ouais. que là, c'est une valeur, aberrante, incohérente par rapport je sais pas comment dire en français, au range, tout simplement qu'on attend sur la donnée par Mhm. rapport à» donc ça peut être pas mal, mais clairement
si ta donnée de base, elle est pas bonne, c'est très difficile de prendre une décision, et ça peut même faire prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est vraiment un gros risque, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, Mmh. à chaque fois que je passe chez un client, j'essaye, de travailler là-dessus. Parce que si jamais on annonce, qu'il y a pas suffisamment de stock parce qu'on n'a pas reçu tous les stocks ou toutes les réceptions, qui sont en cours ou toutes les commandes qui sont en cours, ça veut dire qu'on va devoir recommander, ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir un surstock. Ça peut faire prendre vraiment de très mauvaises décisions. Non, J'ai carrément. J'ai juste, une correction à faire ce que j'ai dit. Ouais. C'est pas un biais d'attribution, Mmh. mais mais c'est une erreur fondamentale d'attribution. OK. Je vais être précis. Le fait d'accorder plus d'importance aux facteurs internes à l'orateur qu'à son discours ou à ses actes. Mmh. Et cette erreur fondamentale d'attribution, on l'appelle aussi biais d'internalité. D'accord. C'est juste pour être précis. Et tu vois, moi, je pense que quand on fait de la data, en fait, on devrait avoir dans la formation un module vraiment dédié à tous les biais. Mmh. Parce qu'au final, est-ce que toi, tu as déjà eu, de près ou de loin, des notions, de tous ces biais qui peuvent se dérouler dans une entreprise? Clairement pas. J'en ai pas eu. La seule Mmh. là où j'ai commencé à entendre parler des biais, c'est quand je me Ouais, suis intéressé au développement personnel. d'accord, Mais sinon, pendant OK. les cours, jamais. Peut-être plus en data science, sur des formations de data scientist? J'en ai eu un peu, mais j'avoue, Non? Tu ça me dit as rien, ou en tout cas, je m'en rappelle pas. OK. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, des biais, Mmh. et je pense que l'être humain, il est fondamentalement sujet aux biais. Mais quand tu sais qu'il y a des biais, tu utilises beaucoup mieux la data. Mmh. Et en fait, tes analyses peuvent être beaucoup plus pertinentes Ouais. et amener à de la meilleure décision. Donc, et quand je dis la data, il faut aussi que tu formes ceux qui prennent les décisions Mmh. et qui sachent, qui soient préparés, sensibilisés Mmh. à toutes ces questions-là. Ouais, clairement. Donc, article intéressant. Euh, et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, il y a énormément de biais. Euh, bon, sur la totalité, les vrais biais que moi j'ai déjà vus ou que même moi je me sens biaisé, tu vois. Mmh. Ça représente, je pense, 20 ou 30% de tous les biais qui existent. Il y en a qui sont vraiment même difficiles à comprendre, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais pour moi, c'est fondamental. Et je pense qu'on est vraiment sous-dimensionné niveau formation, que ce soit dans nos études ou dans nos entreprises, à tout ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais, par rapport à l'article, je crois me rappeler dans l'article que j'ai lu que Cape dit que ça doit être secondaire, la donnée et non pas complémentaire. Je crois qu'il a utilisé le mot secondaire. Ok. Hem et je trouve quand même que, la donnée de bonne qualité, Oui. ça permet d'être vraiment factuel. Parce que si Mm. tu mets pas au centre la donnée, si tu mets pas d'abord la donnée au centre, Mhm. tu auras pas une vision factuelle et tu vas te dire: «Je sens que ça doit être comme ça». Alors qu'il faut d'abord voir les données, mais comme tu dis, il faut prendre en compte tous les biais par rapport à toute Mm. la donnée. Parce que peut-être que tu vois une certaine donnée qui t'intéresse, mais il va falloir prendre une autre donnée pour dire: «Attention, là, avec cette donnée-là, je vais pouvoir, anticiper une certaine demande, ou une certaine tendance qui va arriver». Il faut avoir la donnée, mais la donnée permet d'être factuelle. Donc pour moi, ça devrait être la priorité, à prendre en compte tous les biais qu'il peut y avoir pour pas, interpréter de la mauvaise manière. Oui, de toute façon, avoir de la donnée, c'est quand même mieux que rien. Donc, Clairement. avoir de la donnée de qualité. Mmh. Même si t'es pas préparé à tous les biais qui peuvent arriver,
Mmh. Tu seras forcément plus pertinent Mmh. que, sans équipe data et sans produit data. Clairement. Ça, c'est tu vois, j'aurais du mal à me lever le matin si je savais que tout ce qu'on fait, c'est du bullshit. Ah, c'est clair. Mmh. Tu vois? Je sais et c'est prouvé tous les jours que ce qu'on fait, ça aide des gens et ça aide l'entreprise à décider. Ouais. Voilà, ça c'est surtout ça qui est intéressant. Mais, mais après effectivement, l'article en fait, comme je disais, le titre, il est un peu radical. Mmh. Mais c'est le jeu aussi, puis on est là aussi pour l'analyser Mmh. et pour être d'accord, pas d'accord, en accord sur certaines choses, et pas sur d'autres. Ouais, bien sûr. Bien, merci Axel. Heu, Yes. pour l'article suivant, je vais te parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Snowflake. C'est le fait de pouvoir utiliser les résultats d'une procédure stockée dans une requête SQL, donc dans un front d'une requête SQL. Alors j'ai lu ça, je me suis dit: «Waouh, c'est ouf!» Il y a encore, quelques mois, je me souviens sur BigQuery, justement je faisais, plein d'enchaînements de traitements dans une procédure stockée, variabilisée, avec certains paramètres et cetera. Et je me disais: «Mais il y a pas de moyen quand même d'exploiter ces résultats-là dans une autre requête SQL, ça serait tellement plus simple». Bon, il y en a pas. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis dit: «C'est énorme». Juste pour rappeler, ceux qui connaissent pas encore les procédures stockées, c'est, une sorte de fonction, enfin, en gros pour imager en tout cas, c'est une sorte de fonction, dans laquelle tu vas, à faire un enchaînement d'actions en SQL. Donc l'enchaînement d'actions, ça peut dire, bah, là, en première étape, je vais commencer par créer une table. Après, je vais aller, insérer des données ou je vais supprimer des données. Je vais faire un merge, je vais faire, un select dessus, je vais faire des filtres et cetera. En fait, tu peux vraiment enchaîner plusieurs, statements de SQL, soit pour rester sur du CRUD, donc le fait de manipuler les données, insertion, date et cetera, soit pour, faire, de la lecture, de la transformation de données pour avoir un certain résultat. Hem, mais le problème, c'est comme je le disais, on peut pas réutiliser le résultat, sauf si on l'enregistre dans une table. On fait un create table du résultat final. Et donc là, la fonctionnalité, c'est vraiment, tu peux faire un select étoile from ta procédure stockée, éventuellement si tu as des paramètres dans ta procédure stockée, et puis l'utiliser, tout simplement. Donc j'ai pas testé, je suis pas sur Snowflake, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, intéressant. Dans l'article, il y a quand même une nuance, il y a 3 limitations dessus. Ça m'a paru assez logique, surtout sur les 2 premières. Hem, déjà, ils disent que la limitation, c'est que le schéma qui est renvoyé par la procédure stockée, doit être fixe, avec des colonnes qui sont nommées, des types définis et cetera. Ça doit toujours être le même, ça doit pas être dynamique. Parce qu'apparemment, ça peut clairement faire péter. Si jamais tu as pas le même nombre de colonnes à chaque fois, si tu as pas le même schéma, les mêmes types de données, c'est sûr que ça peut être compliqué à exploiter. Donc ça, c'est une, 1re limitation. La deuxième limitation, c'est qu'il faut pas utiliser d'arguments. Donc les arguments, c'est vraiment les paramètres de la procédure que l'on peut mettre, donc le nom de la procédure entre parenthèses. Les arguments qu'on donne, ils doivent pas être corrélés, à ce que tu vas utiliser en sortie, enfin ce que tu vas ressortir. En fait, il faut éviter de faire une boucle, tout simplement. Parce que si tu utilises, un paramètre qui est dépendant de ta sortie, à un moment ça va pas le faire. Donc ça, c'est une limitation. Et le dernier, c'est que c'est pas utilisable dans les user defined, function, donc dans les UDF, tout simplement. Donc ça, c'est des fonctions, donc après dans l'UDF, pour moi, on pouvait faire que bah, c'est vraiment que de la fonction. Par exemple, la fonction d'agrégation somme, ça, c'est une fonction. Et pour moi, Mmh. l'UDF, c'est juste créer une fonction dans ce style-là. Je trouve que l'UDF, c'est un petit peu différent, dans l'utilisation. Mais en tout cas, c'est pas possible d'utiliser, le résultat d'une procédure stockée dans un user defined function. Bah, comme je l'ai dit là en expliquant l'article, moi je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Comme j'ai été déjà confronté à ce problème-là, à ce questionnement-là, est-ce que je pourrais utiliser ce résultat autre qu'en faisant un create table? Je sais pas si toi tu as déjà été confronté à ça et si tu trouves que ça pourrait être, intéressant dans tes développements?
Moi, j'ai un parti pris, c'est que moins j'utilise de procédures stockées, mieux Mhm. je me porte. Donc, non, j'ai fait du PLSQL, où effectivement, en fait, tu as cet aspect de langage procédural que permet pas de base SQL. Mhm. Donc, je suis très content de plus en faire. Mhm. Euh, le fait de pouvoir réutiliser des données sans créer de table, au final, tu le fais bien avec des CTE. Mhm. Faut pas en abuser et il faut pas faire des CTE imbriqués, parce qu'après, Ouais. pour le run, ça devient compliqué. Donc, à utiliser avec modération, et puis, l'aspect programmatique, moi, j'aime bien Airflow, hein. Ouais. Euh, donc, plein de bonnes choses à faire avec Airflow sur ce côté-là. Donc, non. Stored procedure, quoi, Les procédures stockées. les procédures stockées, Mhm. c'est no way à partir de maintenant, quoi. Une fois que tu es outillé pour ne plus les utiliser, franchement, faut plus les utiliser. Mhm. C'est mon avis. Il est assez tranché, mais je suis vraiment content de plus en utiliser. Bah là, en mission, on l'utilise surtout pour deux pratiques. Il y a des back-ends, donc d'applications, qui vont faire un call de la procédure stockée et ils vont quand même réussir à prendre ce résultat. Parce qu'apparemment, la procédure stockée via BigQuery renvoie un JSON et ils peuvent exploiter Ouais. ce JSON-là dans le back-end pour après l'afficher dans le front. Mhm. Donc là, on fait des sortes de fonctions. Donc c'est-à-dire qu'il y a des paramètres définis, il y a le back-end qui va nous envoyer certains paramètres que nous, on va prendre et qui vont variabiliser le fonctionnement de la procédure et après, on renvoie un certain résultat. Et c'est quel genre d'outil qui Euh, appelle ça? c'est un back-end, je sais pas c'est quoi la techno. C'est du JS, après je pourrais plus dire si c'est du Node ou un autre truc. C'est du Ah oui, Python. donc ils ont besoin de données type JSON en entrée. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et on l'utilise aussi plutôt en interne dans l'équipe de data ingé. C'est plus pour certaines fonctionnalités. Par exemple, ça nous arrive quand on fait des analyses d'impact, c'est-à-dire on veut faire des évolutions sur des tables. On va Mhm. aller voir, est-ce qu'il y a de la consommation de cette donnée-là? Normalement, on se dit, si jamais la table est disponible pour les utilisateurs, il y a de la conso. Mais bon, des fois, ça arrive pas. Ça arrive qu'il n'y ait pas de consommation. Mais bon, on va voir les utilisateurs. Et donc là, on va avoir une liste de personnes ou de comptes de services qui ont utilisé ou qui ont consommé cette donnée-là. Ce qui nous permet, dans une deuxième étape, de récupérer une liste de diffusion. La liste, les mails associés aux utilisateurs. Mhm. Ce qui permet après de les contacter pour dire attention, sous 3 mois, nous allons faire une évolution sur cette table-là, nous allons renommer ça, supprimer un champ ou changer carrément la table. Ok. Préparez-vous Mhm. pour vous adapter. Et donc là, en fait, cette étape-là, plutôt que de le faire manuellement à chaque fois, on a mis ça dans une procédure. Donc dans la procédure, on met juste un paramètre pour dire quelle est la table que l'on veut étudier et il nous ressort tout, tout prêt. Et quand tu dis tout prêt, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est pour nous dire telles équipes consomment la donnée de cette table-là. Mais sous Alors quel que format? c'est format table, format tabulaire. C'est vraiment l'affichage dans BigQuery et après je fais un copier-coller Ah oui, d'accord. des adresses mail pour les mettre dans un mail. Ok. Il y a une deuxième fonctionnalité, mais je sais plus. Bon, c'est un truc comme ça. Souvent, à partir du moment où on a besoin d'aller d'abord filtrer dans une première table pour après aller regarder avec les données de la première dans la deuxième table pour après retourner à une certaine source, etc. Quand il y a plusieurs enchaînements comme ça, on Mhm. essaye de faire des procédures pour que ce soit beaucoup plus rapide à l'avenir et pour éviter de refaire le run à partir de zéro. Ok. Sachant que tu peux faire un petit pipeline automatisé Bah, justement, où c'est tu pas lances la automatique. demande. Ça, c'est vraiment que s'il y a besoin. Ça va dépendre des tickets qu'on va recevoir pour dire, alors là, actuellement, Hmm. qu'est-ce qu'il Et pourrait ton y avoir? pipeline, tu n'es pas obligé de l'activer. Ah, dans le sens en dynamique, enfin en interactif. Tu peux le lancer à la demande, ton pipeline sur Airflow. Tu Je le crois que ça. désactives et tu l'actives au besoin. Oui, bien sûr. On pourrait faire un truc Ouais, comme ça sur Airflow. ouais, Ouais. ouais. Parce que, en fait, moi, j'aime bien avoir tout au même endroit.
Mmh. Si tu as un truc qui utilise des start procédures, des schedule procédures, Mmh. de schedule queries, trucs qui utilisent que Airflow, tu vois? Ouais, Après, je vois. trop de choses, trop d'assets dispersés et je Mmh. suis pas fan. Euh, ouais. Mais tu vois, après, moi, je rentre dans une mission et ça utilise de la start procédure et le lead dev, il dit non, c'est start procédure. Mmh. Je vais essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des avantages sur des start procédures? Moi, je fonctionne très très bien sans, tu vois. Mmh. Hum, ouais, puis il y a tout un aspect test et observabilité que tu peux avoir avec des outils comme DBT, Airflow, Mmh. sur ce genre de... Même des jobs qui sont pas quotidiens, hein. Ouais. Tu lances une fois de temps en temps, j'aime bien que ce soit béton, quoi. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis sur un aspect qui est important, c'est que quand tu réutilises d'une fonction à l'autre la sortie de la précédente, Mmh. effectivement, ça, faut être super vigilant. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien tout bétonner, quoi. Mmh. Ouais. Ça marche. Et du coup, en parlant de tout bétonner, tu lu un article qui parle d'IA générative en data engineering? Qui t'aide peut-être à bétonner? Ouais. Alors, l'article, pour moi, il est vraiment sur les vraies tendances du moment. Mmh. Un, Un listing d'outils. c'est pas un listing ouais, sans queue ni tête. Mmh. L'article s'appelle State of the Union and Emerging Trends Mmh. par le Head of Data de Tiger Analytics. OK. Et il liste beaucoup de points, je vais quand même aller assez rapidement, Mmh. sur les avantages de l'IA et surtout qui servent à accélérer la modernisation des plateformes data. Mmh. Euh, donc, premier point, tu as de plus en plus de solutions d'IA qui sont directement intégrées dans les outils Mmh. qu'on utilise, comme BigQuery. Tu as une fonction native maintenant avec Gemini, il me semble, pour utiliser ça en local, dans l'outil nativement. Mmh. Il parle de data observability. On en a déjà parlé dans un podcast précédent. Euh, c'est tracé avec l'IA. On avait notamment parlé de sifflet, il me semble. Mmh. Pour la data Mais quality? ouais, ouais, dans le podcast où on avait fait un gros passage sur la data quality, où l'IA va t'aider à développer ta data observability. Donc, suivre toutes tes métriques au long de tous tes pipelines Mmh. et détecter des anomalies potentielles. Il y a un aspect FinOps. Mmh. L'IA peut analyser ton FinOps et te conseiller. Un aspect data gouvernance. Ça, je dirais que c'est le point un peu le plus sensible parce que quand tu branches l'IA à ta data gouvernance, l'IA connaît tout de ton entreprise en fait. Mmh. Ah, donc il y a un gros sujet pour moi, données sensibles. Euh, à voir comment ça se goupille, mais tu vois, ça, je suis un peu plus frileux à mettre en place, même si ça a d'énormes avantages Mmh. en termes de workflow dans ton entreprise. Tu as ce qu'ils appellent la data démocratisation. Ouais. Donc, quand tu as des métiers qui se branchent
à ton outil de dashboarding, à ton data catalog, à tout ce qui a un aspect intéressant pour eux au niveau data, tu peux avoir un effet de d'être submergé avec plein de data à disposition, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que ça veut dire forcément. Mmh. Et il y a une forte notion de chatbot qui est en train d'être mise en place un peu partout, dans tous les outils, pour aider, pour accompagner les utilisateurs dans la compréhension des modèles, des données et de tout ce qui a trait à la data dans l'entreprise. Ouais. Un point que j'aime beaucoup aussi, c'est le knowledge management. C'est l'idée d'automatiser toute la prise de notes des réunions et de les envoyer dans le cœur dans tes bases de données et dans tous les entraînements de modèles dans le cœur de ton entreprise. Ça permet, pareil avec un bot, un chatbot, de pouvoir avoir accès à énormément d'informations. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient classifiées parce que tu peux pas. Il y a des réunions potentiellement qui vont dire qui vont évoquer des sujets un peu secret défense, etc. Mais Ouais. après, c'est l'entreprise qui doit gérer tout ça. Euh, mais tu vois, quand tu es dans une entreprise, c'est un peu le Graal pour moi d'avoir un chatbot qui dit ben, j'ai tel sujet, vers qui je peux m'orienter Mmh. si j'ai telle question à propos de tel sujet. Ou tu ne connais pas quelqu'un, que fait un tel? Bah, il est Mmh. sur des sujets de paiement, de monétique, tu vois. Ouais, je vois. Euh, et ensuite, dernier point, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le full stack data engineer. Mmh. Euh, Où là, je suis totalement d'accord. Les data engineers aujourd'hui sont un petit peu sur des verticales bien définies. Tu vas avoir des data engineers plutôt analytics, plutôt DevOps, plutôt MLOps. On est vers une montée en compétences sur cette vue holistique du data Mmh. engineer qui doit maîtriser un peu tout l'aspect technique, BI, metadata, euh, et quand il sait apprivoiser toutes ces notions, grâce bien sûr à l'IA qui va l'aider. Mmh. Sans IA, je pense que c'est inatteignable. OK. C'est un peu l'effet mouton 5 pattes. Mais avec l'IA, tu peux arriver du coup à cette notion de full stack. Mmh. Maîtriser beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai fait un peu tous les points. Ouais. Bah, clairement avec l'IA, bah, ça permet de faire énormément de choses. Là, tu parlais justement de moutons à 5 pattes qui pourraient, exister entre guillemets avec, l'IA. Là encore plus, je sais pas si tu as entendu parler, justement OpenAI est sorti un nouveau modèle là, il y a quelques heures, il y a 10-15 heures. C'est le modèle, je sais plus, O1 ou quelque chose comme ça. C'est un modèle qui permet d'avoir une, véritable réflexion. Apparemment, tu sais les LLM de base, c'est, une inférence, probabilistique. C'est, selon la demande, les mots, c'est probablement mieux que je réponde ça et ils hallucinent si jamais ils ont pas la réponse. Là, c'est un modèle apparemment qui prend le temps, d'analyser, de décortiquer et cetera et qui, pour avoir une réponse, là, c'est plus en instantané. Ça peut prendre, je l'ai testé, à un moment, ça a pris 15 secondes pour me répondre et ça répond quelque chose vraiment de construit. Je l'ai testé aussi sur du code et pareil, il structure bien le code, il va bien le découper, il va bien prendre en compte tout ce que je lui ai demandé, il va même faire quelques recommandations et cetera et on voit que la qualité, est totalement différente. Donc c'est vrai qu'avec les IA là qui commencent à arriver, on va pouvoir, développer carrément les compétences.
Parce que j'entends encore parler pas mal de personnes qui disent, «Non, moi j'ai pas envie d'utiliser l'IA pour qu'il fasse mon boulot à ma place». Ça, c'est vraiment encore le truc basique que j'entends. Mais clairement l'IA, c'est pas fait, ou pas que, pour faire le boulot à la place. C'est vraiment pour aider quelqu'un, pour aider un professionnel, surtout à aller plus vite, et pour potentiellement faire un travail, un peu plus de qualité. Pour les autres choses dont tu me parlais, surtout la partie gouvernance, j'ai trouvé ça intéressant. Tu disais que si on branche en tout cas une IA à la gouvernance, c'est vrai que l'IA va avoir accès à toutes les données de l'entreprise, et donc il va falloir vraiment gérer au niveau de la sécurité, au niveau sur les différents niveaux de confidentialité. Tu parlais aussi de ça pour les chatbots. Ça, je trouve ça essentiel, et c'est peut-être l'occasion aussi d'utiliser des modèles, open source. Par exemple du Llama, du Mistral. Ça pourrait être intéressant de les utiliser, de faire du RAG avec, pour qu'ils, puissent s'alimenter sur les données de gouvernance, et comme ça tout est, fermé. Tu utilises, toi-même on-premise ces modèles-là, ils utilisent tes propres données de gouvernance, comme ça il y a pas de fuite de données, il y a pas de problème, au niveau de ta gouvernance. Alors effectivement, il y a cette notion bien sûr de fermer tous les accès, qu'il y ait pas de fuite, mais en fait, ça arrive toujours Mmh. et il y a toujours un scandale, 1 ou 2 fois par an de grosses fuites de données. Alors quand c'est, par exemple, de la fuite RGPD, c'est embêtant, Mmh. mais si c'est de la fuite de données essentielles pour des grosses entreprises, heu, ça peut être, très lourd en conséquences. Mmh. Hem, je sais pas si en fait les entreprises vont faire confiance à mettre des données aussi, confidentielles dans des outils. Même si, bien sûr que ça va les aider, mais c'est un peu la balance, risque, avantage qui va devoir être prise, en cas de conscience, quoi. Mais après ces données-là sont déjà dans des outils. Elles sont déjà quelque part, elles existent déjà quelque part, et si quelqu'un arrive, à s'introduire aussi dans les outils, ils peuvent de la Mais il même y a pas de manière. mise en relation. Tu vois, il y a pas de tu me diras si quelqu'un a accès aux données, il peut les envoyer Mmh. dans un modèle et l'entraîner aussi. Mmh mh. Et ouais. Bon après il y aura forcément, la sécurité qui va s'adapter au marché, Bien sûr, mmh. ouais, clairement. Et du coup, j'ai l'impression que tu as fait un appel de pied, sur, gouvernance et RGPD pour le dernier article. Ça va si on bascule sur le dernier article? Ouais, Ouais? on y va. Justement, le dernier article de Lindsay McDonald, donc de Monte Carlo, comme souvent dans les articles, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, même si à la fin ils parlent de leur propre outil, mais ça reste normal. L'INSEE parle de l'histoire de l'amende, qu'a reçue Uber, hem, pour un problème de data gouvernance. Hem et le contexte, c'est que, Uber, avec, la forte montée, de son entreprise, autant enfin sa croissance rapide en tout cas, autant sur le plan financier que sur le plan de la volumétrie des données, ils ont pas mis en place tout ce qu'il fallait, pour être prêt aux différentes réglementations de chaque pays. Parce qu'en plus de ça, le fait d'avoir une croissance rapide, c'est une chose, mais en plus, c'est une croissance rapide à l'international. Donc c'est-à-dire que, sur les données qu'ils génèrent dans un certain pays, il y a une réglementation, d données d'un autre pays, il y a certaine réglementation, et ils ne sont pas adaptés assez vite. Et donc il y a l'autorité néerlandaise de protection des données, qui a pas loupé Uber, parce qu'ils ont, transféré des données, des conducteurs européens, vers les États-Unis, sans les protections nécessaires, et j'ai pas noté, c'était quoi comme données, mais je crois qu'il y avait, des données comme des dossiers de santé ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose, clairement, tu peux pas les faire transiter, dans n'importe quel pays, entre, tous les pays. Et ils ont pas mis, tout ce qu'il fallait dessus. Et donc, l'autorité néerlandaise a mis une amende de 324 millions de dollars, donc ce qui est énorme.
Enfin, en tout cas, je trouve ça, énorme, juste parce qu'ils ont pas mis en place tout ce qu'il faut. L'INSEE aussi, dans l'article rappelle, les différents points de data gouvernance, qu'il faut, le plus rapidement possible mettre en place dans la société. C'est la partie sécurité contre les accès, la partie, data lineage, donc pour avoir la traçabilité un peu des données, la surveillance, heu, là, clairement, le respect du cadre réglementaire, et la gestion de qualité des données. Là, c'est clair que la partie, cadre réglementaire, ça n'a pas été mis en place. Moi, ça me pose des questions, sur, une entreprise qui a une forte croissance d'un coup, qui se déploie à l'international aussi, assez rapidement. Heu, Comment est-ce que l'entreprise peut mettre rapidement en place, heu, ces réglementations, surtout au niveau des différents pays? Est-ce que l'approche idéale, c'est vraiment, pour une entreprise j'ai pas la réponse, hein, je suis pas, entrepreneur à ce point-là et je me pose la question. Est-ce qu'une entreprise doit d'abord se développer, dans un pays pour, s'adapter aux réglementations, pour après se développer dans un deuxième pays pour avoir, s'adapter à la deuxième réglementation et faire comme ça de manière sécurisée? Mais ce qui veut dire qu'elle va, complètement court-circuiter sa croissance. Hem, Moi, ça me pose des questions. Je me demande comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'au début, on a le temps? Est-ce qu'on a les ressources, les capacités pour mettre en place la data governance? Est-ce que ça va pas aussi couper la croissance et éventuellement couper les futurs emplois, les futurs, aux États-Unis, on parle plus de licorne, hein, c'est, plusieurs dizaines de milliards de dollars, les valorisations. Mais voilà, je me pose la question, je sais pas ce que toi t'en penses, Axel? Mais justement, moi, je prends un peu le contre-pied. Mmh. C'est que quand tu pars de rien, Mmh. quand tu es une nouvelle boîte, aujourd'hui, tu peux mettre des règles de data gouv et de RGPD très strictes dès le début. Mmh. Alors que quand tu es sur des systèmes legacy, donc assez anciens, où il n'y avait aucune règle avant de RGPD, etc. Par exemple, sans citer de nom, des organismes publics, certains sont atroces en termes de gestion de règles, de protection de données, etc. Mmh. Euh, donc, ok, on met une amende, et c'est logique, Mmh. c'est mérité. En revanche, il faudrait dans ce cas-là que l'État se mette des amendes à lui-même, tu vois? Ouais, je vois. Donc, moi, dans les entreprises privées, j'ai jamais eu de cas de conscience Mmh. entre, je veux dire, on m'a toujours dit, il faut respecter la RGPD, il faut mettre les règles, mais c'était toujours un manque de temps ou un problème technique. On utilise des clés primaires Mmh. qui sont des données RGPD, par exemple. Mmh. Imagine, pour donner un exemple concret, imagine tu travailles pour la sécurité sociale et que tu utilises le numéro de sécurité sociale pour Mmh. tout ton modèle. T'imagines le refactoring derrière? La refonte de tout. Donc, euh, bien joué les Pays-Bas, mais, il faut aussi se dire que toutes les données que vous avez sur le domaine, quoi, l'administration, etc., n'est pas irréprochable, Mmh. tu vois. Et que les données, je pense, les plus sensibles, j'aimerais quand même bien savoir comment c'est géré et est-ce qu'on nous dit vraiment à chaque fois quand il y a des fuites? Mmh. Je ne Ouais. pense pas. Mais, ouais, c'est un sujet. Aujourd'hui, plus personne ne peut se passer de l'informatique, des échanges automatisés. Mmh. Par contre, il y a d'énormes problèmes d'RGPD et de fuite de données. Donc, oui, je pense que tu sais, c'est un peu l'amende pour montrer l'exemple. Ouais.
et qui savent que Uber ne va pas crouler avec cette amende. Ouais, il y a Donc, aussi Meta qui a eu une amende justement sur ça. Il y a aussi, je crois qu'il y avait une autre entité comme ça. Je sais plus si c'est un réseau social, mais ça commence à tomber quand même. ouais, il y en a. Google aussi. Ouais. Il y en a une ou deux par an d'amende, tu sais, toujours amende record, Mhm. mais ce qui est normal. Et ce sujet, je le trouve vraiment très intéressant, même en termes de vraiment data engineering, parce que de plus en plus, il faut qu'on prenne en compte justement cet aspect de data gouvernance, même si les data engineers, sauf peut-être dans certaines entreprises, en général, on ne décide pas du niveau de criticité de la donnée. Nous, on applique plutôt certaines règles, ou on fait Mhm, certaines gestions parce que justement, il y a une mhm, certaine criticité de la donnée. mhm, Mais c'est très important de le prendre en compte parce que même dans nos développements maintenant, il va falloir dire, alors il va falloir qu'on gère finement cet accès-là, il va falloir qu'on tag cette donnée-là, même cette colonne-là. Là, on en parle justement dans ma mission actuelle, c'est le fait de se dire, bah, en fait, dans une table, il y a une partie qui a un certain niveau de données, un certain niveau de sécurité, de criticité en termes de sécurité, et un mhm. niveau supplémentaire sur d'autres colonnes. Et donc, ça veut dire que selon la personne qui va aller interroger la donnée, on va afficher toutes les colonnes, mais dans certaines colonnes, tout va être à nul, et d'autres, il va y avoir des données remplies. Là, c'est vraiment une gestion super fine de tout ça, et ça, il faut le prendre en compte au moment du développement. Ouais. Bah, les providers cloud, je trouve, sont quand même au rendez-vous hein, sur leurs solutions managées d'encryption. T'as Data Loss Prevention, par exemple, chez Google. Mhm, T'as toutes les clés, les notions d'encryption, KMS, etc. mhm, Donc, tu as quand même pas mal de solutions managées pour te faciliter la tâche. Parce que c'est quand même c'est pas facile, hein. Les gens n'ont pas les sujets techniquement parlant de toute cette anonymisation, sécurisation, etc. mhm, C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose de simple. Les cloud providers facilitent avec des solutions managées, donc qui sont proposées en fait par eux-mêmes pour les utilisateurs. mhm. Euh, mais tu vois, moi, je suis pas, oh, les grandes entreprises euh, sont les grands méchants. Et puis, tu vois, c'est plus compliqué que ça. Mhm. Il y a, et puis, faut se dire aussi la, 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 la vérité, c'est que aucune entreprise, aucune administration qui est exempt de tout reproche. Mhm. Ça n'existe pas. Donc, oui, ça fait les gros titres. Ah, clairement. Et ça alimente notre podcast. Par la même occasion. Eh bien, merci Axel. Merci à tous pour l'écoute du podcast. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à la notation sur les différentes plateformes. Pour rappel, le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et si jamais vous avez des questions justement sur nos échanges, pensez à mettre des commentaires et on pourra échanger en commentaire ensemble. Merci Axel, Merci, Bertrand. et puis je te dis à la semaine prochaine. Ouais, salut. Salut tout Salut. le monde.